En avril 1841, Silas Rothold fit une annonce qui choqua même les propriétaires de plantations les plus cruelles de Caroline du Sud. Il plaçait sa fille Catherine, une femme de 28 ans pesant plus de 120 kilos, sous l'autorité complète d'un homme asservi nommé Ézéchiel Cross. Pas en tant qu'infirmière, pas en tant que compagne, mais en tant que son propriétaire à tous égards, sauf sur le papier. La société blanche du comté de Collatyn fut scandalisée, mais elle n'avait aucune idée de ce que Rothold faisait réellement ni de ce qu'Ézéchiel Cross ferait à Catherine au cours des mois suivants. En novembre, le corps de Catherine avait changé de manière inexplicable pour quiconque. 13 hommes étaient morts, et la plantation Cypress Grove n'était plus que des cendres. Que s'est-il vraiment passé entre cet homme asservi et la fille du propriétaire de plantation? Que lui a-t-il fait pour terrifier tous ceux qui en ont été témoins? Avant de révéler la vérité troublante, abonnez-vous, activez la cloche et indiquez votre état en commentaire ci-dessous. Maintenant, laissez-moi vous ramener au commencement. Le printemps arriva dans le comté de Collatyn avec une chaleur oppressante et une humidité qui rendait l'air presque solide. La rivière Combe coulait lentement à travers le bas pays, ses eaux sombres reflétant la mousse espagnole qui pendait des chênes verts comme des linceuls funéraires. Les rizières s'étendaient sur des kilomètres. Leurs champs inondés étaient travaillés par des centaines de personnes asservies qui marchaient dans l'eau jusqu'aux genoux de l'aube au crépuscule. C'était une richesse bâtie sur la souffrance. Une prospérité extraite de la misère humaine. Tout cela justifié par des hommes qui s'étaient convaincus que la cruauté était simplement l'ordre naturel des choses. La plantation Cypress Grove s'étendait sur 320 hectares de terre modérément productive. Son propriétaire, Silas Rothold, n'appartenait pas tout à fait à l'élite du comté, mais il désirait désespérément en faire partie. Il possédait 58 personnes asservies, ce qui le rendait riche selon la plupart des standards, mais à peine de niveau intermédiaire dans la société locale. Les vraies familles puissantes possédaient des milliers d'hectares et des centaines d'esclaves. Elles passaient l'été à Charleston et envoyaient leurs enfants dans des universités du Nord. Leur nom avait un poids capable d'ouvrir des portes ou de détruire des réputations d'un seul mot. Silas avait épousé Elizabeth Yancey en 1812, une union qui lui avait apporté des terres modestes et un nom respecté. Elizabeth était une femme pratique qui tenait des registres méticuleux et semblait plus intéressée par les marges bénéficiaires que par l'ascension sociale. Elle mourut en couche en 1813, donnant naissance à une fille baptisée Catherine. Pendant 28 ans, Silas éleva Catherine seule tout en concentrant ses énergies à pénétrer les cercles intérieurs du pouvoir du comté. C'était un homme grand, mince à la manière de ceux qui oublient de manger quand ils sont consumés par l'obsession. Ses cheveux avaient blanchi prématurément, lui donnant une apparence sévère qui correspondait à son tempérament froid. En affaires, on le connaissait pour être rusé mais suffisamment honorable, le genre d'homme qui négociait durement mais tenait parole. Sa fille Catherine avait grandi isolée, éduquée par des précepteurs, n'appartenant jamais vraiment nulle part. En 1841, elle avait 28 ans et pesait près de 120 kilos. Son corps était gonflé par des années de médicaments prescrits par des médecins qui diagnostiquaient hystérie et troubles nerveux féminins. Elle souffrait de crises violentes où elle hurlait et jetait des objets. L'année précédente, elle avait attaqué son père avec un coupe-papier, laissant une cicatrice sur sa main gauche. La société blanche du comté de Collatyn murmurait à son sujet avec une fausse compassion. Pauvre Silas Rothold, accablé par une fille folle. Quelle honte! Elle avait été une si jolie enfant. Aucun d'eux ne connaissait la vérité. Aucun ne savait ce que Catherine avait vu à l'âge de 12 ans, ni que sa folie n'était pas de la folie, mais une réponse rationnelle à la vie auprès de monstres. La lettre arriva le 7 avril, livrée par un coursier privé. Silas l'ouvrit dans son bureau, s'attendant à une correspondance commerciale. Au lieu de cela, il trouva 3 pages sur du papier coûteux, scellé de cire rouge portant un symbole qu'il reconnut immédiatement. Une faux croisée avec des épis de blé, la marque des frères de la moisson. Les frères, 13 hommes qui se réunissaient dans l'obscurité pour accomplir des rituels qu'ils croyaient renforcer la terre par des sacrifices de sang. Ils mélangeaient de vieilles traditions européennes avec des croyances empruntées aux personnes asservies qui comprenaient les esprits et le pouvoir. Ils croyaient que les forts étaient destinés à consommer les faibles, littéralement quand c'était nécessaire. Silas avait été initié en 1822. Il avait assisté à une quarantaine de rassemblements au cours de 19 ans, participant à des rituels allant du troublant au monstrueux. La lettre l'informait qu'il était endetté. 12 000 $ empruntés au fil des ans pour des pertes au jeu et des investissements ratés, une somme impossible. Le remboursement exigerait de vendre la plupart de ses terres et toutes ses personnes asservies, détruisant tout ce qu'il avait construit. Mais la lettre offrait une alternative. Une démonstration d'engagement de la part de membres en difficulté. Silas devait prendre sa fille Catherine et la placer sous l'autorité complète de l'un de ses hommes asservis. Pas temporairement, pas comme punition,
mais comme un véritable transfert de responsabilité pendant une année entière. L'homme asservi aurait un contrôle total sur sa personne, ses activités quotidiennes, son traitement. Silas devait annoncer cela publiquement lors d'un rassemblement des familles influentes du comté, en expliquant qu'il s'agissait d'une mesure médicale extrême pour l'état de sa fille. L'humiliation serait absolue. Dans une société où les femmes blanches étaient censées être précieuses et protégées par-dessus tout, Silas déclarerait que sa fille valait moins que sa propriété. Mais s'il acceptait, sa dette serait annulée et les frères lui apporteraient un soutien financier pour restaurer sa position. Silas resta assis dans son bureau des heures cette nuit-là. Il réfléchit à ses options. La faillite le détruirait complètement. Les frères avaient des relations avec chaque juge, chaque avocat, chaque politicien de la région. Ils pouvaient le faire disparaître s'il devenait un problème. Ou il pouvait sacrifier la dignité de sa fille pour préserver sa propre position. Le choix que la société l'avait entraîné à faire. La propriété avant les personnes, le pouvoir avant la morale. Il écrivit son acceptation à la lueur d'une bougie et l'envoya avant l'aube. 3 jours plus tard, une autre lettre arriva avec un nom et un bref historique. Ezekiel Cross, 33 ans. Acheté récemment par un intermédiaire auprès d'une plantation de Virginie. Competences. Menuiserie et médecine par les herbes. Temperament. Calme et obéissant. Ce que la lettre ne disait pas, c'est qu'Ezekiel Cross avait été choisi spécifiquement pour cet objectif, que son arrivée à Cypress Grove n'était pas un hasard, qu'il portait en lui un besoin ardent de justice et la patience d'attendre le moment parfait. Ézéchiel arriva le 13 avril dans un chariot conduit par un marchand d'esclaves nommé Henderson. Le chariot s'arrêta directement devant la maison principale, ce qui était inhabituel car la plupart des transactions d'esclaves se faisaient près des granges. Silas sortit sur le porche, protégeant ses yeux du soleil matinal. Dans le chariot était assis Ézéchiel. La première chose que remarqua Silas furent ses yeux. La plupart des personnes asservies gardaient le regard baissé par instinct de survie, mais Ézéchiel regarda Silas directement, avec une expression calme et évaluatrice. Cela mit Silas profondément mal à l'aise. Ézéchiel était grand, peut-être 1,90 m, avec de larges épaules et des muscles secs forgés par une vie de dur labeur. Sa peau ne portait aucune cicatrice de fouet. Ses vêtements étaient simples mais propres. Ses mains étaient grandes et calleuses, mais ses doigts avaient une précision suggérant un travail qualifié plutôt que de la force brute. Henderson descendit et remit des papiers à Silas. Ézéchiel Cross comme demandé. Le précédent propriétaire dit qu'il est calme mais capable. Vos associés veulent que vous sachiez que celui-ci a été soigneusement sélectionné. Silas jeta à peine un île au papier. Il s'adressa directement à Ézéchiel. Tu comprends pourquoi tu es ici? Oui, monsieur. La voix d'Ézéchiel était profonde et mesurée, avec un léger accent de Virginie. Ma fille est malade. Tu seras responsable de ses soins. Les médecins ont échoué. Tu prétends connaître les traitements à base de plantes. Ma grand-mère était guérisseuse, monsieur. Elle m'a enseigné avant que je sois vendu. La transaction fut conclue rapidement. Ézéchiel fut conduit dans une petite cabane près de la maison principale, séparée des autres quartiers d'esclaves. On lui donna le nécessaire et on lui dit que ses devoirs commenceraient le lendemain. On l'informa que sa seule responsabilité était les soins de Catherine et que l'échec aurait de graves conséquences. Ézéchiel hocha la tête et dit oui, monsieur quand on le lui demandait. Puis il fut laissé seul. Pour la première fois depuis son arrivée, il laissa son expression changer. Sa mâchoire se détendit légèrement, ses épaules se relâchèrent. Il s'assit sur le lit et sortit de sous sa chemise un petit paquet de tissu. Il le déplia soigneusement, révélant un morceau de papier usé portant 3 noms écrits d'une écriture enfantine incertaine. Sarah, Benjamin, Ruth, sa femme, son fils, sa fille, vendus loin de lui 3 ans plus tôt à une plantation d'Alabama connue pour épuiser les esclaves jusqu'à la mort. Il avait appris qu'ils étaient tous morts en moins de 18 mois. Sarah d'une fièvre non soignée, Benjamin d'une blessure qui s'était infectée. Ruth d'avoir simplement abandonné, une enfant de 6 ans qui avait cessé de manger parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi sa famille avait été déchirée. Et Silas Ruthold avait été celui qui les avait vendus. Pas par besoin d'argent, pas parce qu'ils avaient fait quelque chose de mal, mais pour démontrer aux frères qu'ils pouvaient prendre des décisions difficiles sans sentimentalisme. Il avait brisé une famille comme on casse du petit bois pour le feu. Ézéchiel avait passé 2 ans à descendre vers le sud, se faisant délibérément vendre de plantation en plantation, rassemblant toujours des informations. Il avait appris l'existence des frères par des murmures. Il avait appris leurs rituels et leurs membres. Il avait appris qu'ils se considéraient au-dessus de toute conséquence. Quand l'occasion s'était présentée d'être vendu spécifiquement à Ruthold, Ézéchiel avait su que c'était sa chance.
Il aurait accès à la maison de Rothold, à ses secrets, à ses vulnérabilités. Et parfois la justice ne venait pas des tribunaux ou des lois, mais de la patience, de la planification et de la volonté de devenir aussi monstrueux que nécessaire. Il plia le papier avec les 3 noms et le rangea. Puis il s'allongea et fixa le plafond, commençant à planifier la suite. Son premier jour commença le 14 avril. Une esclave de maison nommée Judith, d'âge moyen avec des cheveux grisonnants, le conduisit à la chambre de Catherine au 2e étage. Elle frappa à contre-cœur. « Mademoiselle Catherine, votre père a amené quelqu'un pour vous aider avec vos traitements. » Un bruit sourd à l'intérieur, quelque chose de lourd frappant le mur. Puis la voix de Catherine, pâteuse mais venimeuse. « Je ne veux plus de traitement. Envoyez-le loin. » Judith regarda Ézéchiel avec compassion. Elle a des mauvais jours. C'en est un. Ézéchiel ouvrit la porte et entra, la refermant avant que Judith puisse le suivre. La chambre était grande mais sombre. Rideau a pay tires. L'air était vicié, sentant le linge sale et autre chose. L'odeur douce et pourrie du mercure. Des livres éparpillés sur le sol. Un tableau brisé contre le mur, des vêtements partout. Catherine était assise dans un fauteuil près de la cheminée froide, enveloppée dans une robe de chambre tachée. Ses cheveux noirs pendaient en mèches emmêlées. Son visage était bouffi, ses yeux flous. Ses mains tremblaient continuellement sur les accoudoirs. Elle le regarda avec confusion, puis peur, puis colère. « Qui êtes-vous » j'ai dit. « Plus de médecin. »« Je ne suis pas médecin, mademoiselle. Je m'appelle Ézéchiel. Votre père m'a demandé de vous aider. » « Aider. » Elle rit durement. C'est ce que disent tous. Aider, traitement, médecine. Ils veulent dire poison. Ils veulent dire chaîne. Ils veulent dire silence. Elle se leva brusquement, chancelante. Je sais ce que c'est. Il me punit encore pour avoir souvenir, pour avoir parlé, pour avoir refusé d'oublier. Ezechiel resta immobile, non menacant. De quoi êtes-vous censé oublier? La question la prit au dépourvu. Sa colère vacilla vers quelque chose de plus vulnérable. Vous ne savez pas. Je ne sais rien, mademoiselle. Seulement que votre père dit que vous êtes malade. Catherine l'étudia attentivement, comme si elle le voyait vraiment pour la première fois. Vous n'êtes pas d'ici. Virginie à l'origine, mademoiselle. Savez-vous ce qui se passe dans cette maison? Ce qu'ils font dans la cave? Le pouls d'Ézéchiel s'accéléra, mais il garda une expression neutre. Je ne comprends pas de quoi vous parlez. Mentor. Pas de chaleur dans le mot. Juste de l'épuisement. Tout le monde ment. C'est plus facile que la vérité. Elle se rassit lourdement. Laissez-moi tranquille. Dites à mon père que son dernier tourment a échoué. Mais Ézéchiel alla à la fenêtre et ouvrit les rideaux. La lumière du soleil inonda la pièce. Catherine cria, se couvrant les yeux. Quand êtes-vous sortie dehors pour la dernière fois, mademoiselle? Je ne peux pas marcher si loin. Je suis trop faible. Quand avez-vous mangé sans laudanum pour la dernière fois? Le médicament est nécessaire. Les médecins le disent. Et si les médecins se trompaient? Ses mains retombèrent de ses yeux. Elle le fixa avec un mélange d'espoir et de terreur. Qu'avez-vous dit? Ézéchiel se tourna vers elle. C'était le moment, la première carte jouée. J'ai dit. Et si les médecins se trompaient? Et si tout ce qu'on vous a dit sur votre état était conçu non pour vous aider, mais pour vous garder contrôlable? Et si votre père vous empoisonnait depuis des années pour s'assurer que vous ne deviendriez jamais assez bien pour parler de ce que vous avez vu? Silence absolue. Les yeux de Catherine s'écarquillèrent, ses mains tremblantes se figèrent. Pendant 30 secondes, elle resta là, son esprit en mouvement. Quand elle parla, sa voix était différente, plus claire. Il vous a dit. Votre père ne m'a rien dit, mademoiselle. Mais j'ai des yeux. Je connais l'empoisonnement au mercure. Je connais l'usage prolongé du laudanum. Les femmes en bonne santé ne deviennent pas ainsi sans que quelqu'un travaille dur pour les y amener. Pourquoi dites-vous cela? La suspicion revint. C'est un piège. Vous me testez. Je vous dis que je peux vous aider à devenir vraiment bien portante, l'esprit clair, assez forte pour sortir de cette chambre. Mais ce ne sera pas facile. Votre corps est dépendant de ces médicaments depuis des années. Arrêter sera douloureux. Vous vous sentirez pire avant de vous sentir mieux, et votre père n'approuvera pas. Alors pourquoi le feriez-vous? Ézéchiel soutint son regard. Parce que j'ai mes propres raisons de vouloir que Silas Rothold souffre. Et la meilleure façon de le faire souffrir est de lui rendre une fille assez saine d'esprit pour se souvenir de tout et assez forte pour en parler. La vérité, dangereuse à dire si ouvertement. Mais Catherine était abîmée,
Pas stupide. Elle verrait au travers de la manipulation, mais une cause commune sincère, elle pourrait y croire. Vous voulez vous venger de mon père? Oui, mademoiselle. Que vous a-t-il fait? Il a vendu ma famille, ma femme et mes 2 enfants. Les a envoyés à la mort sans raison, juste pour prouver quelque chose à des gens qui jugent la valeur par la cruauté. Catherine absorba cela, puis hocha lentement la tête. Les frères. Il les a vendus pour les frères. Ce n'était pas une question. Les frères, mademoiselle. Vous ne savez pas. Elle rit. Quelque chose de maniaque dedans. Vous apprendrez. Tout le monde apprend finalement. Elle se pencha en avant. Si j'accepte, si je vous laisse m'aider. Que se passe-t-il ensuite? Vous guérissez, mademoiselle. Et quand vous serez guérie, nous déciderons de la suite. J'ai ma vengeance à planifier. Vous avez la vôtre. Peut-être qu'elles se rejoignent. Catherine l'étudia longuement. Enfin, elle parla. Je veux qu'ils meurent tous. Mon père, le juge Pelham, le révérend Crenshaw, tous. Chaque homme qui se tenait dans cette cave. Je veux qu'il souffre d'abord, qu'il sache que ça arrive, qu'il supplie, puis je veux qu'il meure. Le venin était choquant, non par son intensité, mais parce qu'il venait de quelqu'un qu'on considérait folle et inoffensive. Ce n'était pas de la folie. C'était une rage concentrée par des années de répression. Ézéchiel hocha la tête. Alors nous avons un accord, mademoiselle Catherine. Si nous sommes complices, utilisez mon nom. Je ne peux pas, mademoiselle. Pas là où quelqu'un pourrait entendre. Nous devons être prudents. Alors sachez une chose, Ézéchiel. Les yeux de Catherine brillaient dangereusement. J'ai déjà tué 3 personnes, des esclaves de maison qui auraient pu dire à mon père mes moments de lucidité. Je ne me souviens pas exactement comment. Le laudanum brouille tout, mais je sais que je l'ai fait. Ils ont disparu. On a dit à leur famille qu'ils s'étaient enfuis. Elle sourit terriblement. Donc si vous prévoyez de me trahir, de m'utiliser, puis de vous débarrasser de moi, sachez que je ne suis pas une victime. Je suis pire que ça. Un frisson glacé descendit le long de la colonne d'Ézéchiel. Il s'attendait à une alliée, pas à quelqu'un dont la capacité à la violence pouvait dépasser la sienne, mais il resta ferme. Je vous crois, mademoiselle, et je ne vous trahirai pas bien. Catherine se leva plus fermement. Alors commençons. Mais j'ai une condition. Quand ce sera fini, quand nous aurons eu notre vengeance, je veux mourir. Je ne veux pas vivre avec ce que j'ai vu et fait. Vous m'aiderez pour ça aussi. D'accord. Ézéchiel ne s'y attendait pas, mais il était engagé maintenant. D'accord. Alors nous avons un pacte. Catherine tendit la main. Après une hésitation, Ézéchiel la serra. Sa poigne était plus forte qu'il ne l'aurait cru. Au cours de la semaine suivante, Ézéchiel commença le traitement de Catherine. Il réduisit progressivement son laudanum, le remplaçant en partie par des teintures d'herbes. Valériane pour l'anxiété et le sommeil, camomille pour les troubles digestifs, chardon-marie pour aider son foie à éliminer les toxines accumulées. Le processus fut brutal. Catherine passa 3 jours au lit avec de la fièvre, des tremblements et des vomissements. Ézéchiel resta auprès d'elle tout le temps, tenant un bassin pendant qu'elle était malade, essuyant son visage avec des linges frais, parlant doucement juste pour lui rappeler qu'elle n'était pas seule. Quand le pire fut passé, elle était faible mais plus claire qu'elle ne l'avait été depuis des années. Le tremblement constant diminua. Sa parole fut moins pâteuse. Elle pouvait se concentrer sur la lecture. Puis le vrai travail commença. Ézéchiel lui fit faire de courtes marches au début de sa chambre au bout du couloir et retour. Cela l'épuisait, mais il insistait. Chaque jour un peu plus loin. Il ajusta son alimentation, apportant des viandes maigres et des légumes au lieu de pâtisseries lourdes. Il limita strictement les portions, bien qu'elle se battît contre lui des années à utiliser la nourriture comme réconfort rendant la restriction difficile. Tout en travaillant à sa récupération physique, il parlait. Catherine lui raconta la cave, ce qu'elle avait vu à 12 ans. Elle le décrivit avec des détails qui retournèrent l'estomac d'Ézéchiel, mais il écouta sans l'interrompre. Elle lui parla des années de manipulation qui suivirent. Son père convainquant tout le monde, y compris elle-même, qu'elle était folle, qu'elle inventait des souvenirs, que rien de ce qu'elle disait ne pouvait être cru. Elle lui parla du journal qu'elle cachait. Des pages documentant des dates et heures où son père partait tard la nuit, des noms de visiteurs à des heures étranges, des sons venant d'en bas qui n'auraient pas dû exister. Ézéchiel lui parla de sa famille, de Sarah qui chantait en travaillant et apprenait à leurs enfants à lire malgré le danger. De Benjamin qui, à 8 ans, faisait des mathématiques qui émerveillaient les contremaîtres. De Ruth qui aimait les fleurs et cueillait des fleurs sauvages pour embellir leur cabane. Il lui raconta comment Silas était venu à la plantation de Virginie avec un mandat d'achat.
Comment il les avait inspectés comme du bétail. Comment il avait accepté d'acheter les 3 pour un prix raisonnable, puis avait changé les termes au dernier moment, disant qu'il n'avait besoin que de la femme et des enfants, pas d'Ézéchiel. Comment il avait délibérément séparé la famille sans raison pratique, simplement parce qu'il le pouvait. Il avait souri en le faisant. Ezekiel dit doucement. C'est ce dont je me souviens le plus. Mon fils pleurant, s'accrochant à ma jambe, suppliant, ma femme essayant d'être forte, disant à Benjamin d'être courageux, et votre père a souri comme si lui causer cette douleur lui plaisait. Catherine écouta avec des yeux nouvellement clairs. Je suis désolé. Je sais que désolé n'est qu'un mot, mais je suis désolé que vous ayez souffert à cause de ce qu'est mon père. Vous n'êtes pas responsable de ce qu'il fait, mademoiselle. Non, mais je suis responsable de ce que je fais ensuite. Et je vous promets, Ézéchiel, il paiera pour ce qu'il vous a pris. Ils paieront tous. L'annonce officielle était prévue pour le 29 avril. 41 personnes se réunirent dans la salle à manger de Cypress Grove pour ce que les invitations décrivaient comme une importante annonce familiale. L'élite du comté arriva en calèche. Le juge Pelham avec sa femme Eleanor. Le révérend Crenshaw avec sa fille, Marcus Fanning et sa famille, Benjamin Lial de la banque. Le repas fut somptueux. Huîtres, canards rôtis, plusieurs plats de riz, patates douces, pain frais, un énorme gâteau pour le dessert. Pendant tout cela, Catherine était assise à la droite de son père, mangeant peu, parlant quand on lui adressait la parole, mais ne se portant jamais volontaire. Ézéchiel servait aux côtés des autres esclaves de maison, se déplaçant silencieusement, remplissant les verres, débarrassant les assiettes. Il était invisible pour la plupart des invités, mais il écoutait chaque mot, observait chaque interaction, archivait chaque information. Après le dessert, Silas se leva et tapa sur son verre. « Mes amis, merci d'être venus. Comme vous le savez, Catherine est malade depuis des années. Nous avons essayé tous les traitements, des médecins de Charleston, un spécialiste de Philadelphie. Rien n'a fonctionné jusqu'à récemment. Il désigna Ézéchiel. Il y a 2 semaines, j'ai fait venir Ézéchiel, qui possède des connaissances en médecine par les herbes. Comme vous pouvez le voir, Catherine s'est beaucoup améliorée. Plus claire, calme, plus elle-même qu'elle ne l'a été depuis longtemps. Murmure poli autour de la table. Catherine garda une expression neutre, bien qu'Ézéchiel vit ses mains serrer sa serviette sous la table. Cette amélioration, continua Silas, a conduit à une décision difficile. Catherine nécessite des soins continus plus intensifs que notre foyer ne peut fournir. Après mûre réflexion, j'ai décidé qu'Ézéchiel assumera l'entière responsabilité du bien-être de ma fille. Il aura une autorité complète sur son traitement, ses activités quotidiennes et ses conditions de vie, avec effet immédiat. Les murmures changèrent de ton. Confusion maintenant. Plusieurs invités échangèrent des regards. Le visage de Madame Pelham montra du choc. Marcus Fanning prit la parole. « Silas, je ne comprends pas. Vous placez votre fille sous les soins d'un esclave de façon permanente? Je la place avec quelqu'un qui a réussi là où les autres ont échoué. La santé de ma fille est plus importante que les conventions sociales. Mais sûrement, intervint prudemment le révérend Crenshaw, il existe d'autres options. Une compagne, une infirmière, quelqu'un de plus approprié. » L'expression de Silas se durcit. « J'ai pris ma décision. Catherine est d'accord. N'est-ce pas, ma fille ?» Tous les regards se tournèrent vers Catherine. C'était le moment où elle pouvait refuser, tout exposer, tout faire s'effondrer. Au lieu de cela, elle sourit, petit, contrôlé, ne révélant rien. « Je fais confiance au jugement de mon père. Ézéchiel a été gentil et ses traitements m'aident. Je suis satisfaite de cet arrangement. » Parfaitement lever. Mais Ézéchiel vit ce que les autres ne virent pas, vit ses jointures blanches sur la serviette, vit l'éclair dans ses yeux promettant la violence. Elle jouait le rôle requis, la fille obéissante. Mais à l'intérieur, elle hurlait. La soirée se passa en conversation maladroite. Certains invités partirent tôt. D'autres restèrent pour parler à Silas en privé, posant des questions qu'il ne voulait pas publiques. Ézéchiel attrapa des fragments. « Êtes-vous certain que c'est sage? Que vont dire les gens? Les frères n'approuveront pas que cela devienne public. » Ceci dernier venant du juge Pelham, dit à voix basse près du bureau. La réponse de Silas fut trop basse pour être entendue, mais ce qu'il dit fit hocher la tête à Pelham et lui taper l'épaule. À minuit, tous les invités étaient partis. Catherine se retira dans sa chambre. Silas alla dans son bureau. Ézéchiel aida au nettoyage, puis monta à l'étage. Il frappa doucement à la porte de Catherine. Entrez. Elle était assise près de la fenêtre, encore en robe de dîner, regardant les terres sombres. Elle ne se retourna pas. C'est fait alors.
Je suis officiellement votre responsabilité. Propriété de propriété. Comme c'est absurde. Comment vous sentez-vous, mademoiselle? Je veux brûler cette maison avec tout le monde dedans. Mais nous devons être patients. N'est-ce pas ce que vous me dites? Oui, mademoiselle. J'ai accepté parce que je veux qu'il se sente en sécurité. Je veux qu'il pense que c'est juste l'excentricité de mon père. Je veux qu'il m'oublie pendant que nous travaillons. Elle se tourna pour le regarder. Avez-vous vu leur visage? Le dégoût, la pitié. Ils pensent que je suis pathétique. Ils n'ont aucune idée de ce que nous préparons. Et qu'exactement préparons-nous, mademoiselle? Catherine alla à sa commode et en sortit une boîte en bois. À l'intérieur se trouvaient des papiers couverts de son écriture. Je documente tout ce dont je me souviens depuis des années. Date, nom, description de rituels codés pour ressembler à du non-sens si on les trouve. Mais je peux les décoder. Nous avons assez pour détruire 20 hommes. Et quelqu'un nous croira-t-il, mademoiselle? Une femme récemment guérie de la folie et un homme asservi. Non. C'est pourquoi nous avons besoin de preuves qu'ils ne pourront pas ignorer. Debrayes preuves physiques. Elle sortit une page spécifique. Je sais où ils gardent leurs registres. Les frères maintiennent un grand livre de toutes leurs activités, chaque rituel, chaque sacrifice, chaque participation de membres. Cela garantit que tous sont également coupables. Mon père en a parlé il y a des années avant de réaliser que je me souviendrais. Où est ce registre? Dans la cave. Il y a une pièce cachée au-delà de la chambre principale. Je ne l'ai jamais vue, mais je les ai entendus en parler. C'est là qu'ils gardent tout ce qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre. Ézéchiel ressentit de l'excitation mêlée de crainte. Un tel registre serait une preuve dévastatrice, mais l'obtenir signifiait entrer au cœur du domaine des frères. Nous devrions y accéder quand la maison est calme. Mon père va à Charleston tous les mois pour affaires. Le prochain voyage est le 14 mai. Il sera absent 3 jours. Cela nous donne 2 semaines pour nous préparer. Nous avons besoin du plan de la cave, chaque pièce, chaque cachette. Je peux aider. J'y pense depuis 16 ans. Je sais exactement ce qui doit se passer. Ils passèrent 1 heure à passer en revue les détails, parlant en murmures. Catherine dessina le plan de la cave de mémoire. Ézéchiel demanda des informations sur les gardes, les clés, les horaires des esclaves. Quand il quitta sa chambre, il était presque 2 heures du matin. Il se rendit dans sa petite pièce, l'esprit en ébullition. Il était maintenant pleinement engagé dans une conspiration avec une femme brillante, abîmée et effrayante. Il sortit le papier avec les noms de sa famille et le regarda à la lumière de la bougie. Je fais cela pour vous, pour Sarah, pour Benjamin, pour Ruth, pour chaque personne qui a souffert parce que des hommes comme Silas Rothold croient que le pouvoir leur donne le droit de détruire des vies. Il souffla la bougie et s'allongea dans l'obscurité, écoutant la maison se calmer. Quelque part en bas, dans une cave qu'il n'avait jamais vue, se trouvaient des secrets capables de déchirer les familles les plus puissantes de Caroline du Sud. Dans 2 semaines, il descendrait là-bas pour les trouver. Les 2 semaines passèrent dans un calme trompeur. Catherine continuait de s'améliorer. Son poids diminuait. Son esprit restait vif. Elle marchait plus loin chaque jour. Plus important encore, elle traduisait des sections de ses journaux codés pour Ézéchiel, comblant les détails sur les frères qui lui glaçaient le sang. Les frères n'étaient pas uniques au comté de Colatan. Ils faisaient partie d'un réseau plus vaste à travers le Sud. Des sociétés connectées à Charleston, Savannah, la Nouvelle-Orléans, Richmond, différents noms, mais toujours la même structure. Des hommes riches qui croyaient que leur pouvoir provenait de pratiques anciennes de domination et de sacrifice. Ils croyaient perpétuer des traditions remontant à des milliers d'années. Catherine expliqua un après-midi. Des cultes européens à mystère mélangés à des choses apprises des personnes asservies. Ils l'ont tordu en quelque chose de monstrueux. Une justification pour des choses qui n'en ont aucune. Et les sacrifices n'étaient pas toujours humains. Parfois des animaux, mais d'autres fois ils prenaient des gens qui ne manqueraient à personne. Des esclaves sans famille. Des blancs pauvres qui erraient sur leur propriété. Une fois, j'ai entendu mon père mentionner un enfant, mais je ne sais pas si c'était littéral. Où vont les corps? Les marais sur chaque plantation. Les corps y vont et ne sont jamais retrouvés. Les alligators font le reste. Et ce registre documente tout. Chaque rituel pendant 40 ans. Nom, date, description. Ils le gardent parce qu'ils ont besoin de complicité mutuelle. Tout le monde également coupable pour que personne ne puisse dénoncer les autres sans se détruire soi-même. Le 14 mai arriva. Silas partit pour Charleston tôt le matin, prenant sa calèche et son domestique. Il devait rester avec des associés, s'occuper d'affaires,
être de retour le soir du 16 mai. Cela leur donnait presque 3 jours complets. Ils attendirent la tombée de la nuit avant de bouger. La maison se calma dans la routine du soir. À 10 heures, la maison principale était silencieuse. Ils se retrouvèrent dans la chambre de Catherine. Elle avait enfilé des vêtements sombres simples, permettant une liberté de mouvement. Cheveux tirés en arrière fermement. Elle avait l'air de quelqu'un se préparant à la bataille. « Êtes-vous certaine, mademoiselle ? Je n'ai jamais été plus certaine. » « Allons-y. » L'entrée de la cave était dans la cuisine derrière le garde-manger. La porte ressemblait à un panneau mural, mais en appuyant au bon endroit, elle cliqua et s'ouvrit, révélant un escalier étroit descendant dans l'obscurité. L'odeur les frappa immédiatement. Terre humide, vieille fumée et quelque chose d'organique et pourri. Catherine remarqua sa réaction. On sy habitué. J'aimerais pouvoir dire qu'on cesse de la sentir, mais ce serait mentir. Ils descendirent prudemment. Ézéchiel portant une lanterne à volets, donnant une lumière minimale. Les marches étaient raides et usées, le bois grinçant. Après 20 marches, ils atteignirent le bas. La cave était plus grande que prévu, facilement 9 mètres sur 9 avec un plafond bas soutenu par d'épaisses poutres. Le sol était en terre battue, les murs en pierre suintant d'humidité. Au centre se trouvait ce que Catherine appelait l'autel, bien que maintenant cela ressemblât juste à une lourde table en bois. Mais les taches sombres sur sa surface et les rainures taillées sur les bords racontaient leur propre histoire. Autour de la pièce. Porte-bougie, jarre en argile scellée à la cire, boîte en bois, un portant tenant des robes noires à bordure cramoisie. Le long d'un mur, des étagères contenant livres et papiers. Catherine se déplaçait avec la certitude de quelqu'un suivant une carte mémorisée. Elle guida Ézéchiel vers le mur du fond où les pierres semblaient solides, mais elle appuya sur une pierre particulière et quelque chose cliqua. Une section pivota vers l'intérieur, révélant une autre chambre. Cette pièce était plus petite, 3 mètres sur 3, et c'est là que les frères gardaient leur secret. Le registre reposait sur un support en bois au centre. Massif, 60 cm de haut et 45 de large, relié en cuir sombre avec des fermoirs métalliques. À côté se trouvaient des journaux plus petits. Autour des murs, des étagères contenant des bocaux qu'Ézéchiel refusa d'examiner de trop près. Là, murmura Catherine en pointant, c'est ce dont nous avons besoin. Ézéchiel s'approcha du support et ouvrit le livre prudemment. Les pages étaient en parchemin, épais couverts d'une écriture méticuleuse. Nom et date remontant à 1800. Description de rituels écrites avec un détail clinique, comme des expériences scientifiques plutôt que des atrocités. Il commença à lire, et à chaque entrée, son horreur s'approfondissait. Ces hommes n'avaient pas commis de violence occasionnelle. Ils en avaient fait un système. Rassemblement régulier tous les 6 semaines, rituel synchronisé avec les cycles agricoles, croyant que le sang nourrissait la terre. Ils avaient tué au moins 37 personnes au fil des ans, probablement plus. Principalement des personnes asservies, mais aussi des blancs pauvres, des indigènes, quiconque était vulnérable, et des notes sur la consommation. Ils n'avaient pas seulement tué, ils avaient mangé. Des morceaux de victimes préparés de façon spécifique, consommés lors de repas rituels qu'ils croyaient transférer le pouvoir. « Mon Dieu !» murmura Ézéchiel. « C'est pire que je ne l'imaginais. J'ai essayé de vous le dire. » La voix de Catherine était plate. « Je les ai regardés quand j'avais 12 ans. Je les ai vus couper des morceaux de cette femme sur l'autel. Je les ai vus lever un calice et boire. Puis j'ai passé 16 ans à me faire dire que j'étais folle, que j'avais tout inventé. Mais je savais. Je savais toujours. » Ézéchiel tourna les pages à la recherche des entrées sur sa famille. Il les trouva en octobre 1838. 3 lignes. Acheter unité familiale de Virginie. Femme Sarah. Enfant Benjamin et Ruth. Séparés du mâle pour démontrer la résolution. Envoyé au contact d'Alabama. Paiement reçu. 3 lignes. C'était tout ce que la destruction de sa famille méritait. Nous devons prendre ça, dit Ézéchiel, la voix tendue de rage. Non. La main de Catherine sur son bras. Si nous le prenons maintenant, ils sauront immédiatement. Nous devons d'abord copier les entrées les plus importantes. Elle avait raison. Mais Ézéchiel voulait tout brûler. Mais la vengeance exigeait de la patience, d'être plus intelligent que l'ennemi. Ils travaillèrent 3 heures. Catherine avait apporté du papier et de l'encre. Elle copia des entrées sur des rituels spécifiques, se concentrant sur ceux nommant les membres actuels. Ézéchiel documenta les victimes, créant une liste de noms et dates qui pourraient être recoupés avec d'autres registres. Un travail épuisant rendu pire par le contenu. Plusieurs fois Ézéchiel dut s'arrêter, les mains tremblant trop fort. Une fois Catherine quitta la chambre, submergée par les souvenirs,
mais lentement, méthodiquement, ils construisirent leur dossier. Page après page de preuves. Ils étaient si concentrés qu'aucun n'entendit les pas dans l'escalier de la cave. La première indication que quelque chose n'allait pas fut quand la lumière jaillit dans la chambre extérieure, une lumière de lanterne beaucoup plus vive que leur unique lampe. Ézéchiel leva les yeux brusquement. Le sang se glaça. Silas Rothold se tenait dans l'embrasure de la porte, flanqué de 2 autres hommes. Derrière eux, au moins 4 autres silhouettes dans la cave principale. Je doorstaat maître, dit Silas kalmement. Je suis impressionné. Je ne pensais pas que vous trouveriez la chambre intérieure. Catherine se leva lentement, se plaçant entre son père et Ézéchiel. Vous étiez censé être à Charleston. J'étais censé l'être, mais je n'ai jamais fait confiance à votre miraculeuse guérison. Alors j'ai pris des dispositions. Je suis parti ce matin, oui, mais je suis revenu cet après-midi et j'ai surveillé la maison toute la soirée, attendant de voir ce que vous feriez. Il entra dans la chambre, les 2 hommes bloquant la sortie. Pensiez-vous vraiment que je n'anticiperais pas cela? Que je ne me préparerais pas à la possibilité que vous vous souveniez, que vous cherchiez la vengeance? Vous m'empoisonnez depuis 16 ans. La voix de Catherine resta stable malgré tout. Et vous vous attendez à ce que j'accepte simplement cela? J'attends que vous compreniez que c'était nécessaire. Vous avez vu quelque chose que vous n'auriez pas dû voir enfant. Vous ne pouviez pas comprendre. Je ne pouvais pas permettre que vous détruisiez tout. J'avais 12 ans et je vous ai regardé assassiner une femme et manger sa chair. Ce n'était pas de la peur, père. C'était une réponse raisonnable à avoir vu le mal. Le mal? Un mot si simple. Silas s'avança plus loin dans la pièce, les yeux passant de Catherine à Ézéchiel. Et vous, utilisant ma fille pour m'atteindre, lui remplissant la tête d'idées de vengeance. Ézéchiel ne dit rien, calculant distance et chance. 7 hommes contre 1, Catherine n'étant pas en état de se battre. La situation semblait désespérée. Silas sembla lire ses pensées. Ne faites rien de stupide. Je ne veux blesser aucun de vous. Pas de façon permanente, mais je ne peux tolérer cette rébellion qui continue. Il fit signe aux hommes derrière lui. Emmenez-les à l'étage. Nous devons discuter de ce qui se passe ensuite. Ils furent conduits dans le bureau de Silas et enfermés ensemble. La pièce n'avait pas de fenêtre sauf un vasistas haut, impossible à atteindre. La porte était en chêne massif, verrouillée de l'extérieur. Dès qu'ils furent seuls, Catherine s'approcha d'Ézéchiel. « Êtes-vous blessé ? » ?»« Non, mademoiselle, mais nous sommes dans de sérieux ennuis. »« Oui, mais pas autant que vous le pensez. » Elle sortit quelque chose de sous sa robe. Les papiers qu'il copiait. J'ai réussi à les garder. Il ne m'a pas fouillé. Trop confiant. Ça ne nous aidera pas si nous sommes morts. Nous ne mourrons pas. Pas ce soir. Les yeux de Catherine étaient calculateurs. Mon père voudra régler cela sans me tuer si possible. Je suis encore sa fille, son sang. Cela nous donne un levier. Au cours de l'heure suivante, ils entendirent des arrivées, des voix dans le couloir, des hommes qui se rassemblaient. Les frères s'assemblaient. Enfin, la porte s'ouvrit. Marcus Fanning se tenait là, le visage sombre. Ils sont prêts pour vous. Venez pacifiquement, et vous ne serez pas blessés. Ils furent conduits de nouveau dans la cave. Cette fois, la chambre principale avait été transformée. Tous les 13 membres des frères étaient présents, vêtus de robes rituelles. Des bougies brûlaient dans chaque support. L'autel était drapé de tissu cramoisi. 13 chaises disposées en cercle parfait, toutes occupées sauf celle de Silas à la tête de l'autel. Ézéchiel et Catherine furent placés au centre du cercle, forcés de se tenir face à Silas. Les autres membres observaient avec des expressions allant de la curiosité à l'hostilité. Silas ôta sa capuche. « Frère de la moisson, merci d'être venu si vite. Nous faisons face à une crise. Ma fille et son associé ont découvert notre chambre intérieure. Ils ont vu le registre. Ils copiaient des entrées quand je les ai interrompus. Le juge Pelham prit la parole. Alors ils doivent être réduits au silence définitivement. Ce n'est pas compliqué. Je ne suis pas d'accord. » Silas leva une main. « Ma fille est du sang. Je ne peux pas simplement m'en débarrasser sans épuiser toutes les autres options. Et cet homme représente une opportunité. » Quelle opportunité? Demanda le Reverend Crenshaw. De tester quelque chose que j'ai longtemps cru. Qu'une personne peut être attirée dans notre œuvre par ses propres actions si on la présente correctement. Silas se tourna vers Ézéchiel. « Vous voulez vous venger de moi. Vous voulez me détruire pour ce que j'ai fait à votre famille. Je le comprends. Mais si je vous offrais une autre sorte de vengeance, plus significative? Je ne comprends pas, dit Ézéchiel prudemment. Je vous offre l'adhésion, pas comme égal.
Les frères n'acceptent pas les hommes de couleur comme membres à part entière, mais comme associés. Vous assisteriez à nos rassemblements, participeriez aux rituels, et en échange, je vous donnerai ce que vous voulez le plus. Ma famille est morte. Vous ne pouvez pas me donner ce que je veux. Non, mais je peux vous donner la vengeance contre ceux qui les ont tués. Le propriétaire de plantation en Alabama, qui a fait travailler votre femme et vos enfants jusqu'à la mort. Son nom est Edward Gain. Il ne fait pas partie des frères. Il n'a pas leur protection. Si vous nous rejoignez, prouvez votre loyauté, je vous donnerai les moyens de le détruire. Argent, information, tout ce dont vous avez besoin pour le faire souffrir comme vous avez souffert. L'offre resta suspendue dans l'air, obscène dans son calcul. Rejoindre les hommes qui avaient détruit sa famille pour se venger d'un autre monstre. Et si je refuse, alors vous et Catherine mourrez tous les deux ce soir. Vos corps iront dans le marais. Personne ne saura jamais ce qui s'est passé. Les papiers que Catherine copiait seront brûlés. Ses journaux détruits. Tout continue comme toujours. Silas s'écarta les mains. Mais si vous acceptez, vous vivez. Catherine vit. Vous obtenez votre vengeance. Tout ce que cela coûte, c'est votre âme. Ezekiel regarda Catherine. Son visage était pâle, mais elle lui fit le plus léger signe de tête négatif. Ne le fais pas. Quoi qu'il arrive, ne deviens pas comme eux. Mais Ézéchiel pensait accepter, à entrer dans leur organisation, à recueillir plus de preuves, à gagner du temps. Il regarda Silas et Catherine. Que lui arrive-t-il? Elle retourne dans sa chambre, reprend ses médicaments, oublie ce qu'elle a vu. L'alternative est qu'elle meure avec vous. Non. La voix de Catherine trancha la chambre. Je n'oublierai plus. Je ne serai plus réduite au silence. Tuez-moi si vous devez, père, mais je ne prétendrai pas ignorer ce que vous êtes. L'expression de Silas se durcit. Alors vous avez fait votre choix. Attendez. Ezechiel parla vite. J'accepte. Mais à une condition. Catherine part libre. Pas dans sa chambre. Leave. Laissez-la quitter cette maison. Quittez la Caroline du Sud. Donnez-lui de l'argent pour recommencer. Si vous faites ça, je vous rejoins. Plusieurs membres des frères secouèrent la tête. Mais le juge Pelham parla. Le garçon a raison. La fille est déjà brisée. Même si elle parlait, qui la croirait? Mais un homme prêt à nous rejoindre, à être complice. C'est précieux. Cela prouve que notre pouvoir s'étend même à ceux qui nous haïssent. Silas reflected. Enfin, il hocha la tête. Très bien. Catherine sera envoyée au nord. J'ai des associés à Philadelphie qui la prendront en charge. Elle recevra une nouvelle identité et une rente pour vivre, mais elle ne pourra jamais revenir en Caroline du Sud. Jamais contacter quiconque de son ancienne vie. Elle sera morte pour tous ici. D'accord. Catherine fixa Ezekiel. Non, je ne vous laisserai pas d'accord, interrompit Ézéchiel. Elle part libre. Je vous rejoins. Alors nous avons un marché. Silas se tourna vers les autres. Catherine part demain. L'initiation d'Ézéchiel aura lieu dans 3 semaines au prochain rassemblement régulier. Jusque-là, il reste à Cypress Grove sous surveillance. S'il tente de s'échapper ou de contacter quelqu'un, le marché est annulé et les demeures. Compris? Ézéchiel hocha la tête. Catherine sembla vouloir argumenter, mais Ézéchiel capta son regard et secoua légèrement la tête. Fais-moi confiance. Catherine partit le lendemain matin. Une calèche fermée l'emporta à l'aube. Ézéchiel la regarda depuis la fenêtre de sa cabane alors qu'elle roulait sur la longue allée et disparaissait parmi les arbres. On ne lui avait pas permis de dire au revoir. On ne lui avait pas permis de lui parler après la confrontation dans la cave. Mais quand elle avait été escortée dans sa chambre la veille au soir, elle s'était retournée une fois vers lui, et dans ses yeux il avait vu quelque chose qui lui donna de l'espoir. Elle comprenait. Elle savait qu'il n'avait pas vraiment capitulé. Elle savait que c'était une stratégie, pas une défaite. La question était de savoir si elle irait vraiment à Philadelphie ou si elle avait ses propres plans. Les 3 semaines qui suivirent furent les plus longues de la vie d'Ézéchiel. Il fut gardé sous surveillance constante. 2 contremaîtres le suivaient partout. Il n'avait pas le droit de quitter les limites de la plantation. On lui donnait des tâches subalternes pour l'occuper, des travaux sans sens qui ne servaient qu'à remplir le temps. Mais on lui donnait aussi accès à la maison principale, au bureau où Silas gardait ses papiers, à la cave où le prochain rassemblement aurait lieu. Il le surveillait, oui, mais il le testait aussi, voyant s'il tenterait de s'échapper, s'il tenterait de saboter quelque chose. Ézéchiel ne fit ni l'un ni l'autre. Il joua le rôle d'un homme vaincu qui avait fait un choix pragmatique pour survivre. Il était calme, obéissant, ne posait pas de questions, ne causait pas de problèmes.
Mais il observait tout, apprenait les routines de la maison, notait quels esclaves pouvaient être fiables, quels contremaîtres étaient cruels, quels membres des frères visitaient régulièrement. Il construisait une carte mentale de tout le fonctionnement, cherchant les faiblesses. Et la nuit, seul dans sa cabane, il pensait à ce qui allait arriver. Son initiation exigerait qu'il participe à leur rituel. Il le testerait. Il voudrait le rendre complice de quelque chose d'horrible, pour qu'il ne puisse jamais les dénoncer sans se détruire lui-même. Il pensait jusqu'où il était prêt à aller, quelle ligne il ne franchirait pas, même pour la vengeance, s'il existait un acte si terrible que la justice ne le justifierait pas. Il n'avait pas de bonne réponse à ces questions. Le 2 juin, la veille de son initiation, Silas vint dans sa cabane. Il était tard, après minuit. Ézéchiel se réveilla au bruit de coups et ouvrit la porte pour trouver son propriétaire debout là, seul. Puis-je entrer? Ezekiel essa carta. Silas entra et regarda autour de la pièce spartiate. Enfin, il parla. Demain, vous deviendrez l'un des nôtres. Pas pleinement, jamais pleinement, mais suffisamment. Je veux que vous compreniez ce que cela signifie. Je comprends ce à quoi j'ai consenti. Vraiment? Vraiment? Silas s'assit sur la seule chaise sans y être invité. Les frères existent depuis 43 ans. En tout ce temps, nous n'avons jamais perdu un membre par exposition. Jamais eu quelqu'un briser notre code du silence. Savez-vous pourquoi? Parce que tout le monde est également coupable. En partie, mais aussi parce que nous prenons soin les uns des autres. Un homme rejoint les frères et soudain des portes s'ouvrent. Des opportunités d'affaires apparaissent. Des problèmes légaux disparaissent. Les ennemis se retrouvent en difficulté. Nous ne sommes pas juste une société, Ézéchiel. Nous sommes un réseau de pouvoir qui s'étend à tout le Sud. Une fois que vous faites partie de ce réseau, même comme associé, vous aurez accès à des ressources que vous ne pouvez imaginer. Et en échange, j'aide à assassiner des gens. Silas ne s'y a pas. En échange, vous nous aidez à maintenir l'ordre naturel, les forts sur les faibles, les puissants sur les impuissants. C'est ainsi que le monde a toujours fonctionné. Nous le reconnaissons simplement et en tirons avantage. Vous avez tué ma famille pour démontrer votre engagement envers cet ordre. Je l'ai fait et je le referai, car le sentiment est une faiblesse. L'amour est une faiblesse. Dès l'instant où vous vous souciez plus des individus que du pouvoir, vous avez déjà perdu. Silas se pencha en avant. Mais voici ce que je veux que vous compreniez. Votre famille est morte. Rien de ce que vous ferez ne changera cela. Mais vous pouvez faire en sorte que leur mort ait un sens. Vous pouvez utiliser le pouvoir que les frères offrent pour empêcher d'autres familles de souffrir le même sort. Vous pouvez travailler de l'intérieur de notre organisation pour faire des changements, pour pousser à un traitement moins brutal des esclaves, pour défendre de meilleures conditions. Vous aurez une voix à notre table qui vaut quelque chose. C'était presque convaincant. Presque. L'idée qu'Ézéchiel puisse devenir une sorte de réformateur de l'intérieur, utilisant sa position pour aider les autres, mais il savait que c'était un piège, une rationalisation. Dès l'instant où il participerait à leur rituel, il serait compromis. Dès l'instant où il accepterait leur pouvoir, il serait corrompu par lui. Pourquoi me dites-vous cela? Parce que je veux que vous réussissiez. Parce qu'avoir un allié est plus précieux qu'avoir un ennemi. Parce que j'ai tué votre famille, mais je ne veux pas vous tuer. Silas se leva. Demain soir, on vous demandera de faire quelque chose de difficile. Quelque chose qui testera si vous vous engagez vraiment dans ce chemin. Je vous le dis maintenant. Quoi qu'on vous demande de faire, faites-le. N'hésitez pas. Ne montrez pas de faiblesse, car si vous échouez au test, vous et Catherine mourrez tous les deux. Oui, je sais qu'elle n'est pas vraiment à Philadelphie. Je sais qu'elle se cache quelque part, planifiant sa propre vengeance. Mais j'ai des gens qui la surveillent. Dès qu'elle se montrera, si vous n'avez pas prouvé votre valeur, elle sera trouvée et tuée. Comprenez-vous? Un froid glacial envahit Ézéchiel. Catherine était vivante, mais elle était en danger. Et ses actions du lendemain décideraient si elle vivrait ou mourrait. Je comprends, dit-il doucement. Silas hocha la tête et partit sans un autre mot. Ézéchiel resta seul dans la cabane sombre, pensant à la position impossible dans laquelle il se trouvait. Il devrait participer à quelque chose de monstrueux demain. Devoir prouver sa valeur à des monstres. Devoir devenir complice du mal, ou trouver une autre voie. Une troisième option que ni Silas ni les frères n'avaient anticipée. Il sortit le papier avec les noms de sa famille, le regarda au clair de lune entrant par la fenêtre. « Pardonnez-moi, murmura-t-il, pour ce que je vais faire, pour ce que je dois devenir. Je vous promets que ce ne sera pas pour rien. » Le rassemblement commença à minuit le 3 juin.
Ézéchiel fut conduit dans la cave par 2 membres des frères qui le déshabillèrent jusqu'à la taille et lui attachèrent les mains derrière le dos. Ils le firent descendre les marches dans la chambre éclairée aux bougies où les 13 membres attendaient en robe. Silas se tenait à la tête de l'autel. Frères de la moisson, ce soir nous procédons à une initiation différente de toutes celles de notre histoire. Nous faisons entrer dans notre cercle un homme qui a toutes les raisons de nous haïr. Un homme qui a tout perdu à cause de ce que nous représentons. Nous faisons cela pour prouver que notre pouvoir s'étend même à nos ennemis. Que n'importe qui peut être attiré dans le giron si le prix est juste. Il fit un geste et 2 autres membres des frères amenèrent une silhouette ligotée et bâillonnée, se débattant faiblement. Ils la placèrent sur l'autel et reculèrent. C'était une jeune femme asservie, peut-être 18 ou 19 ans, terrifiée. C'est votre test, Ézéchiel. Dit Silas. Pour nous rejoindre, vous devez participer à notre rituel. Vous devez prendre le couteau et faire la première incision. Vous devez prouver que votre désir de vengeance contre Guen est plus fort que vos objections morales à nos méthodes. Si vous refusez, vous mourrez ici ce soir. Si vous acceptez, vous devenez l'un des nôtres, et nous vous aidons à détruire l'homme qui a tué votre famille. Les autres membres des frères commencèrent à chanter à voix basse des sons rythmiques dans une langue qu'Ézéchiel ne reconnaissait pas. Les bougies vacillèrent. Les ombres dansèrent sur les murs. Silas tendit un couteau. Longue lame, tranchante comme un rasoir, manche enveloppée de cuir. Prenez-le. Faites votre choix. Ézéchiel regarda la femme sur l'autel. Elle pleurait, essayant de crier à travers le bâillon. Ses yeux trouvèrent les siens. Et dans eux, il vit chaque personne asservie qui avait jamais souffert aux mains de gens comme les frères. Il vit Sarah, Benjamin, Ruth. Il se vit lui-même. Il regarda le couteau, Silas, les 13 hommes qui observaient pour voir ce qu'il ferait. C'était le moment, le point où il deviendrait soit un monstre, soit mourrait en résistant. Mais il y avait une 3e option, une qu'il avait planifiée depuis 3 semaines, qui exigeait un timing parfait et un engagement absolu. Il prit le couteau. Les membres des frères hochèrent la tête avec approbation. Silas Surrit. Le chant s'intensifia. Ézéchiel s'avança vers l'autel. Les yeux de la femme s'écarquillèrent de terreur. Il leva le couteau et puis il bougea pas vers la femme, mais vers le membre des frères le plus proche. Le couteau brilla à la lumière des bougies et s'enfonça dans la gorge de l'homme avant que quiconque puisse réagir. Du sang jaillit. L'homme s'effondra. Ézéchiel saisit la robe du membre tombé, la lui arrachant d'un mouvement. Il la jeta sur les bougies les plus proches, plongeant la moitié de la pièce dans l'obscurité. Le chaos éclata. Il se déplaça à travers la confusion comme une incarnation de la violence. Des années de rage concentrées en action. Il attrapa un autre homme, l'utilisant comme bouclier alors que quelqu'un frappait vers lui, jeta le corps sur 2 autres membres, les emmêlant, donna un coup de pied dans un genou, entendit l'os craquer, saisit un porte-bougie et le fracassa sur un visage. Les frères étaient des hommes puissants, mais pas des combattants. Ils étaient mous, privilégiés, habitués à ce que d'autres fassent la violence pour eux. Ézéchiel n'était rien de tout cela. Il se battit vers l'autel où la femme gisait, la saisit, coupa ses liens avec le couteau qu'il avait réussi à garder. « Corrèze » cria-t-il vers l'escalier. « Corrèze » Elle se dégagea de l'autel et s'enfuit. Ézéchiel se retourna pour faire face aux membres restants des frères, c'est encore debout, bloquant l'escalier. « Vous avez fait une terrible erreur, » dit Silas, la voix stable malgré le carnage. « Vous vous êtes tué et vous avez tué Catherine aussi. »« Peut-être, » dit Ézéchiel, « mais j'emmènerai autant d'entre vous que je pourrai avec moi. » Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'au-dessus d'eux dans la maison principale, Catherine était revenue. Elle n'était jamais allée à Philadelphie. Elle s'était cachée dans les quartiers des esclaves, attendant, planifiant, rassemblant des alliés parmi les personnes asservies de Cypress Grove. Et quand elle entendit le tumulte venant de la cave, quand elle vit la jeune femme jaillir de la cuisine en hurlant, elle sut que c'était le moment. Le règlement de compte. Catherine avait passé 3 semaines à recruter. Elle s'était déplacée de plantation en plantation sous le couvert de l'obscurité. Parlant aux personnes asservies qu'elle connaissait depuis toujours, celles qu'il avait vues grandir, qui avaient souffert sous la propriété de son père. Elle leur parla des frères, de la cave, des rituels, et leur dit que ce soir était la nuit où ils pouvaient y mettre fin. 23 personnes vinrent, des hommes et des femmes qui n'avaient plus rien à perdre, qui avaient perdu des enfants au rituel des frères, qui avaient vu des amis disparaître dans les marais, qui avaient enduré des décennies de brutalité de la part d'hommes qui se croyaient intouchables. Ils vinrent armés d'outils des champs. Haches, faux, marteaux. Ils vinrent avec une rage accumulée pendant des générations. Quand la jeune femme jaillit de la cave, Catherine les guida en bas. Les membres des frères, encore en train d'essayer de soumettre Ézéchiel,
ne les entendirent pas venir avant qu'il ne soit trop tard. Les personnes asservies inondèrent la cave comme une marée. Il n'y eut aucune pitié dans ce qui suivit, aucune hésitation. C'étaient des gens à qui on avait dit toute leur vie qu'ils étaient des biens, que leur souffrance n'importait pas, que leur vie n'avait pas de valeur. Maintenant ils prouvaient à quel point ces croyances étaient fausses. Les frères essayèrent de se battre. Le juge Pelham sortit un pistolet, mais fut abattu avant de pouvoir tirer. Le révérend Crenshaw supplia pour sa vie et n'en reçut aucune. Marcus Fanning tenta de fuir par l'escalier et fut traîné en arrière. Silas Ruthold, voyant tout s'effondrer autour de lui, tenta une dernière manœuvre désespérée. Il saisit Catherine, la tirant contre lui avec un couteau sur la gorge. Arrêtez. Arrêtez ou je la tue. La pièce se figea. Catherine regarda son père sans peur dans les yeux. Faites-le. Tuez-moi. Ça ne change rien. Vous avez déjà perdu. Je peux encore m'échapper. Je peux encore, vous ne pouvez plus rien. La voix de Catherine était froide. Vous avez passé 16 ans à essayer de me briser, à essayer de me faire oublier, à essayer de me convaincre que j'étais folle. Mais vous avez échoué. Je me souviens de tout. Et je vais vous regarder mourir. Elle enfonça son coude dans ses côtes avec une force soudaine et vicieuse. Sa prise se relâcha. Elle pivota pour s'échapper. Et avant que Silas puisse se ressaisir, Ézéchiel était là. Ils se firent face, l'homme asservi et le propriétaire de plantation. Tout le pouvoir que Silas avait tenu, tout le privilège et la cruauté, toutes les années à se croire intouchable. Rien de tout cela n'importait plus. Vous m'avez tout pris, dit Ézéchiel doucement. Ma femme, mes enfants, ma vie. Vous l'avez fait sans raison, juste parce que vous le pouviez pour prouver quelque chose à des hommes qui valorisaient la cruauté plus que l'humanité. S'il vous plaît, dit Silas. Juste ce mot, pathétique et désespéré. Est-ce que ma femme a dit s'il vous plaît? Mon fils? N'importe laquelle des personnes que vous avez tuées dans cette cave? Ézéchiel secoua la tête. Pas de pitié. Pas pour vous. Jamais. Ce qui suivit fut brutal et définitif. Les personnes asservies s'assurèrent qu'aucun des frères ne survive. 13 hommes qui s'étaient crus au-dessus de toute conséquence apprirent dans leurs derniers instants que le pouvoir était une illusion, que la cruauté revenait toujours finalement. Quand ce fut fini, Catherine se tenait au centre de la cave, entourée de corps. Elle tremblait, non de peur, mais de libération. 16 ans de rage enfin libérés. Ézéchiel s'approcha d'elle. « Êtes-vous blessé ?»« Non. »« Et vous ?» ?»« Des coupures mineures. » Rien de grave. Il regarda autour de lui le carnage. « Que faisons-nous maintenant ?»« Maintenant ?» Le sourire de Catherine était sombre. « Maintenant nous brûlons tout. La cave, le registre, les preuves. Nous détruisons toute trace de ce qui s'est passé ici. Mais ces preuves pourraient prouver ce qu'ils ont fait. Pourraient apporter la justice. La justice? Catherine Ritter Meermont. Ézéchiel regarda autour de lui. C'est la justice. La seule sorte que nous aurions jamais pu obtenir. Si nous essayons d'apporter ce registre aux autorités, que se passe-t-il? Nous sommes traqués et tués. Les membres survivants des frères dans d'autres comtés viennent pour nous. Cela ne finit que si tout le monde croit que la branche de Cypress Grove est morte dans un accident. S'il n'y a pas de preuves, pas de témoins, pas d'histoire à raconter. Elle avait raison et Ézéchiel le savait. Alors nous brûlons. Ils passèrent les 2 heures suivantes à préparer. Les personnes asservies qui les avaient aidés partirent avant l'aube, retournant dans leurs plantations respectives. Elles ne diraient rien. Elles n'avaient rien vu. Elles ne savaient rien. C'était ainsi que la survie fonctionnait. Catherine et Ézéchiel versèrent de l'huile dans la cave, empilèrent du bois et du petit bois, placèrent les corps dans des positions qui pourraient ressembler à un accident si quelqu'un enquêtait. Puis ils prirent le registre et tous les journaux et les placèrent au centre de l'autel. Attendez, dit Ézéchiel. Il ouvrit le registre une dernière fois et trouva les entrées sur sa famille. Il en arracha soigneusement ses pages et les plia, les glissant dans sa chemise. Pour eux, pour qu'ils ne soient pas oubliés. Catherine hocha la tête. Puis elle prit une bougie et la tint contre le bois imbibé d'huile. Le feu prit immédiatement. En quelques minutes, la cave était en flammes. Ils s'enfuirent par l'escalier et sortirent de la maison, se tinrent dans la cour, regardant les flammes engloutir la plantation Cypress Grove. Les gens viendraient. D'autres plantations verraient la fumée. Il y aurait des questions, mais Catherine et Ézéchiel avaient leur histoire prête. Un terrible accident. Une bougie renversée dans la cave. Le maître et ses invités piégés en bas. Si tragique, si terrible. Personne ne saurait jamais la vérité. Quand le soleil se leva sur les ruines fumantes, Catherine se tourna vers Ézéchiel.
Que vas-tu faire maintenant? Partir au nord. Utiliser le chaos de cet incendie pour disparaître. Peut-être trouver d'autres qui veulent lutter, créer un réseau pour aider les gens à s'échapper. Il sortit le papier avec les noms de sa famille. Je ne peux pas les ramener, mais je peux m'assurer que d'autres ne subissent pas le même sort. Et moi aussi je partirai au nord. Utiliser l'argent que j'ai volé dans les comptes de mon père pendant des années. Recommencer. Elle marqua une pause. Mais je n'oublierai pas. Je documenterai tout ce qui s'est passé ici. Je l'écrirai tout pour qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, quelqu'un connaisse la vérité. Ils scelleront aussi votre témoignage si vous essayez de le rendre public. Alors je le cacherai. Je le coderai. Je le laisserai quelque part pour qu'il soit trouvé des décennies plus tard, quand nous serons tous morts et qu'il ne pourra plus nous nuire. Elle regarda la maison en flammes. La vérité finit toujours par émerger. Même quand les gens essaient de l'enterrer. Ils restèrent jusqu'à ce que le feu s'éteigne de lui-même, jusqu'à ce que Cypress Grove ne soit plus que cendres et poutres noircies, jusqu'à ce qu'il ne reste rien pour montrer que 13 hommes s'étaient rassemblés là pour commettre des atrocités. Puis ils s'éloignèrent dans des directions opposées. Catherine vers le nord, vers Charleston et finalement Philadelphie, Ézéchiel vers l'ouest, vers la frontière, où les personnes asservies pouvaient disparaître dans des communautés qui ne posaient pas de questions. Ils ne se revirent jamais. L'histoire officielle fut exactement comme il avait prévu. Un tragique accident. Silas Rutherford et 12 gentlemen influents se réunissant à Cypress Grove pour discuter d'affaires quand un incendie se déclara. Tous les 13 périrent dans la cave, asphyxiés par la fumée avant de pouvoir s'échapper. Une terrible perte pour le comté de Colton. Des funérailles avec tous les honneurs. Des éloges funèbres louant leur contribution à la société. Catherine Rutherford fut déclarée morte dans l'incendie également. La fille folle de son père, piégée dans sa chambre, incapable de s'échapper, une note de bas de page particulièrement triste à un événement déjà tragique. Personne ne posa de questions. Personne ne regarda de trop près. Les personnes asservies qui avaient participé ne dirent rien. Elles n'avaient aucune raison de parler et toutes les raisons de rester silencieuses. La plupart furent vendues dans les mois suivants à d'autres plantations quand Cypress Grove fut liquidée. Elles se dispersèrent à travers la Caroline du Sud et au-delà, emportant leurs secrets avec elles jusqu'à leur tombe. Les années passèrent. Les ruines de Cypress Grove furent finalement démolies. La terre vendue, de nouveaux bâtiments construits. La vie continua comme toujours, recouvrant le passé avec le présent. Mais les murmures persistèrent. Des histoires racontées dans les quartiers d'esclaves tard la nuit sur la plantation où les maîtres brûlèrent. Sur la nuit où la justice vint aux hommes qui se croyaient intouchables. Sur la femme et l'homme qui l'ont fait. Les histoires changèrent à chaque récit, devenant légende, devenant mythe. Mais le cure restait. Que la cruauté avait des conséquences. Que le pouvoir n'était pas absolu. Que parfois les impuissants trouvaient leur pouvoir. En 1863, pendant la guerre civile, les troupes de l'Union occupèrent la zone où se tenait Cypress Grove. Elles trouvèrent des preuves de vieux tunnels sous la propriété, des os dans le marais voisin, des marques sur les arbres suggérant des sites rituels, mais la guerre continua et personne n'eut le temps d'enquêter plus loin. En 1971, pendant des travaux de démolition, un journal fut trouvé scellé dans un mur. Il détaillait tout. Nom, date, rituel, victime. Mais comme Catherine l'avait prédit, il était codé. Et avant que quiconque puisse le décoder complètement, le journal disparut des archives du comté. Certains disent qu'il fut détruit. D'autres qu'il fut pris par des descendants des familles des frères pour protéger les secrets de leurs ancêtres. Quelques-uns croient qu'il existe encore quelque part, attendant d'être redécouvert quand le moment sera venu. Ce qui est connu, c'est ceci. 13 hommes influents moururent dans un incendie en 1841. Catherine Rutherford disparut peu après, bien qu'aucun corps n'ait jamais été confirmé. Un homme asservi nommé Ezekiel Cross fut déclaré vendu à une plantation d'Alabama, mais aucune trace de la transaction n'existe. Et pendant des années ensuite, des histoires circulèrent parmi les communautés asservies sur un réseau aidant les gens à s'échapper, dirigé par un homme qui avait affronté le monstre et gagné. Que ces histoires soient vraies ou simplement un souhait, personne ne peut le dire avec certitude. Mais parfois la vérité vit non dans les registres officiels, mais dans les histoires que les gens racontent, dans les mémoires qu'ils gardent, dans la justice qu'ils se souviennent, même quand l'histoire essaie d'oublier. Ce mystère nous montre que le pouvoir bâti sur la cruauté n'est jamais aussi solide qu'il le semble. Que les secrets gardés dans l'obscurité finissent par trouver la lumière. Que les gens jugés impuissants détiennent souvent le pouvoir le plus dangereux de tous. Le pouvoir du témoin, le pouvoir de la mémoire, le pouvoir de refuser d'oublier. Que pensez-vous de cette histoire? Croyez-vous que tout a été révélé? Pensez-vous que ce journal existe encore quelque part, attendant d'être trouvé?
Laissez votre commentaire ci-dessous. Si vous avez aimé ce récit et voulez plus de mystères historiques sombres comme celui-ci, abonnez-vous à Liturgy of Fear. Activez la cloche pour ne jamais manquer une histoire et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui aime les mystères qui brouillent la ligne entre histoire et horreur. Ces histoires doivent être rappelées. Ces voix doivent être entendues. À la prochaine vidéo.